le dépouillement des résultats d'analyse par élément fini pour les éléments de poutre et l'application du critère de Tresca. L'objectif de cette capsule est de démontrer comment on peut analyser les résultats offerts par Nastran pour vérifier s'il y a écoulement ou non dans les éléments de poutre de notre structure. Le fichier F06 comprend un tableau qui s'appelle Displacement Vector. Ce tableau donne les déplacements à tous les nœuds du modèle. Les déplacements sont évidemment exprimés dans le système de coordonnées CD qu'on aurait défini à la commande grid. Dans le cadre de notre cours, tous les déplacements sont donnés dans le repère global de la structure. Et évidemment, les unités de déplacement sont les mêmes unités que celles que l'on a utilisées pour définir les nœuds du modèle. Encore une fois, Nastran ne fournit pas d'unités à ses résultats, il ne fournit que des chiffres. Le tableau Forces in Single Point Constraint correspond aux réactions aux appuis. Donc, ce sont les forces où on a appliqué des degrés de liberté. Les forces et moments sont donnés dans le repère défini à la commande grid. Les forces et moments sont encore une fois donnés en unités cohérentes. Le tableau Load Vector, c'est un tableau qui est fourni plutôt par information, qui donne les forces et moments qui ont été appliqués à tous les nœuds sur le modèle. Encore une fois, les forces et moments sont exprimés dans le système de coordonnées CD qui aurait été défini dans la commande grid. Encore une fois, pour le cours, c'est le repère global. Les forces et moments sont aussi donnés en unités cohérentes et ce tableau-là tient compte de toutes les charges qui sont appliquées sur la structure, y compris les charges concentrées, distribuées et les charges mortes. Les charges ponctuelles sont bien celles qui sont appliquées par les commandes force, moment, etc. Mais qu'en est-il des charges distribuées? Pour le code de calcul, l'élément de poutre a la forme suivante. Donc, c'est un élément linéaire connecté à deux nœuds. Donc, dans l'élément de poutre, la matrice de rigidité fait le lien entre les forces et les déplacements au nœud de l'élément. En aucun cas, la matrice de rigidité fait des liens avec des charges qui seraient distribuées. Donc, ça, c'est très important de retenir ça. Donc, pour le code de calcul, une poutre, c'est physiquement une structure qui peut supporter des efforts à ses extrémités uniquement. Donc, on retrouve ici la convention de Nastran pour représenter les éléments finis de poutre. Attention, ici, on doit apporter une petite particularité que ça sera importante pour le reste des transparents dans cette capsule. C'est ici que la convention adoptée par Nastran n'est pas celle vue dans le cours de résistance des matériaux, principalement pour le plan numéro 2. En effet, en résistance des matériaux, on travaille toujours dans des systèmes qui sont droits, c'est-à-dire que le produit vectoriel entre X et Y donne l'axe Z. Ici, j'ai un moment M2 qui est dans la direction des Y, dans une direction qui correspondrait aux Y positifs pour moi, parce que je voudrais retrouver ici un moment positif sur une surface qui serait positive. Donc, ici, la surface, la normale est X, et si M2 est positif, il devrait être dans les Y négatifs. Par contre, si on va avoir un système droit, on voit ici que l'axe des Y, il doit être dans cette direction pour que lorsque je fais le produit vectoriel entre X et Y, je retrouve l'axe Z. Donc, la convention utilisée par Nastran pour représenter les efforts sur les poutres est de faire en sorte que le moment ici, M2, va induire de la compression sur la partie supérieure, donc la partie dont la normale est positive. Donc, c'est une différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans nos cours de résistance de matériaux à l'École polytechnique de Montréal. Bon, ce n'est pas très grave, là. À partir du moment qu'on connaît la convention de notation, tous les calculs après vont découler de cette dernière. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, si on revient à notre problème, donc on sait que pour le code de calcul, un élément fini contient des efforts à ses extrémités uniquement. Donc, qu'en est-il pour calculer maintenant des solutions lorsque l'on a des problèmes où on a des charges réparties? Donc, ce qu'on va faire principalement, c'est avec un chargement qui sera équivalent au nœud. Donc, il existe plusieurs façons de faire ça. Celle que Nastran utilise, c'est celle de la zone d'influence. Donc, imaginez par exemple qu'on aurait ici deux éléments finis de poutre et que j'aurais une charge qui serait répartie, donnée par
la fonction ici W de X. On va se définir une zone d'influence qui est en fait celle qui est définie par la coordonnée au milieu de l'élément à gauche et la coordonnée au milieu de l'élément à droite. Donc, on se définit une zone d'influence attachée à ce nœud-là. Et ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait l'intégrale ici de la charge distribuée et on viendrait la concentrer au nœud qui se trouve au centre, si on veut, de la zone d'influence. Donc, par exemple, Nastran utilise cette caractéristique. Donc, je prends un exemple ici qui serait tiré du TP1 pour les poutres là, MC 460 par 86. On a les coordonnées des nœuds, des différents nœuds. Donc, on connaît la position des centres ici des éléments. Donc, autour là, du nœud numéro 20, j'ai 3 éléments. Donc, j'aurai ici une zone d'influence définie par celle-là et une zone d'influence définie par celle qui est ici. Donc, si on fait les calculs à partir du fichier F06 de Nastran pour ce qui se passe dans le TP1 et on regarde avec le fichier F06 qu'on obtient comme résultat, on va trouver qu'effectivement, si on concentre au nœud 20, la somme des charges réparties sur ce segment et sur ce segment, on obtient bien le résultat qu'on retrouve dans le fichier F06. Maintenant, dans Nastran, on retrouve un autre tableau qui est le tableau Forces in Bar Elements. Ce tableau-là donne les efforts au nœud de l'élément dans le repère local de l'élément. C'est très important de savoir que ce tableau-là donne les résultats dans le repère local de l'élément. Et on se rappelle, sur la poutre, on a un plan 1, un plan 2 qui correspond aux conventions qu'on avait données tout à l'heure. Donc, on retrouve les conventions ici. Donc, ce que Nastran nous donne dans le tableau Forces in Bar Elements, ce sont les forces, les moments, les efforts tranchants, les charges axiales et les courbes de torsion qui obéissent à la convention de notation qui se trouve ici. Avec le tableau Stresses in Bar Elements, on retrouve les contraintes axiales sigma x qui sont calculées sur la section de la poutre au nœud A et au nœud B de cette dernière. Pour faire ces calculs, Nastran vous demande d'entrer 4 points. Ces 4 points sont les 4 points que vous déterminez comme étant être les points critiques de la structure. Par exemple, ici, si j'ai une structure dont la section est rectangulaire, on sait que si j'ai de la flexion autour de Y et autour de Z, les contraintes de tension seront maximales aux fibres neutres selon les deux axes. Donc ici, les contraintes axiales seront maximales à au moins un des 4 points qui sont ici. Donc, si j'avais une section de type rectangulaire, je fournirais à Nastran les coordonnées des points qui sont ici. Donc, C1, C2, A1, A2, A3, A4, ce sont les points qui seraient de coordonnées C1, C2 et ainsi de suite. Ces coordonnées sont bien sûr données dans le système d'axe local YZ de ma poutre. C'est très important de se souvenir de cette notion-là. Pour des poutres de section symétrique, c'est plus ou moins important, mais pour des poutres avec une cornière, par exemple, de connaître la direction de l'axe Z et c'est critique pour le calcul des contraintes. Dans ce cas-ci, avec la convention adoptée par Nastran, on aurait que la contrainte ici calculée au point A1 serait donnée par moins le moment 1B à l'extrémité B, par exemple, fois C1 fois IZ. Donc ça, c'est le C1, ça va être le bras de levier dans la direction des Y pour de la flexion autour de Z. Même chose ici pour la flexion autour de Y. Regardez, les signes ici sont un peu différents de ce qu'on a vu dans le cours de résistance des matériaux. Cela vient de la convention utilisée par Nastran pour représenter les efforts dans les éléments de poutre. Donc, le tableau Stresses in Bar Elements nous fournit les contraintes sigma x minimales et maximales aux extrémités des poutres de la poutre. Attention ici, on parle uniquement des contraintes sigma x qui viennent à la fois de la flexion et à la fois des charges uniformes ou des efforts uniformes sur la poutre. Nastran aussi va vous donner une marge de sécurité, donc c'est une définition là, donnée par Nastran, qui serait en fait la valeur
maximum en tension et la valeur maximum en compression que peut supporter votre matériau, divisé par la contrainte ici, la contrainte maximale ou minimale, sigma x, calculée par le code de calcul. Attention ici, donc cette marge de sécurité, c'est un peu trompeur, donc je vous invite à ne pas utiliser ou à ne pas vous fier là-dessus parce que la marge de sécurité ne repose que sur la contrainte sigma x. On a vu par exemple que si on a un couple de torsion, on aura des contraintes de cisaillement. Si on a de la flexion ordinaire, on aura aussi des contraintes de cisaillement. Donc, ce critère-là ne tient pas compte de ces contraintes-là. Donc ici, en général, il faut se faire un post-traitement soi-même pour tenir compte des contraintes de cisaillement. Le code de calcul ne fait pas cette analyse pour vous. Donc, bien faire attention, la marge de sécurité en tension, là, ici, ou la marge de sécurité en compression donnée par Nastran, vous ne pouvez pas vraiment utiliser ça pour vérifier si vous avez écoulement ou non dans votre poutre. Donc, pour ce faire, on va utiliser le critère de Tresca qu'on a vu dans notre cours de résistance des matériaux. Donc, un petit rappel, on sait que dans les matériaux polycristallins, donc les matériaux métalliques, la plasticité est initiée lorsque les contraintes de cisaillement orientées selon les plans cristallographiques particuliers dépassent une certaine limite. Dans un matériau métallique, on peut faire l'hypothèse que tous les grains sont orientés de façon aléatoire, ce qui fait qu'il va toujours au moins y en avoir un qui devrait être bien placé pour qu'il y ait plasticité. Donc, selon le critère de Tresca, donc on dit qu'il y aura plasticité dans le matériau lorsque la contrainte de cisaillement maximale pour un état de contrainte donné dépasse la limite de plasticité du matériau en cisaillement. Donc, la contrainte de cisaillement maximale pour un état de contrainte donné est donnée par la relation sigma max moins sigma min sur 2. Donc, sigma max et sigma min, ce sont les contraintes principales, maximales et minimales sur la structure. Donc, la limite d'élasticité ou la limite de plasticité d'un matériau en cisaillement est habituellement obtenue par un essai de traction. Donc, dans un essai de traction, on va avoir une contrainte qui est uniforme. Donc, on va avoir sigma max qui est égal à sigma min qui est égal à 0, parce que dans les deux autres directions, j'ai une contrainte nulle. Donc, la contrainte de cisaillement va être la contrainte maximale qui conduit à l'écoulement divisée par 2. Donc, dans l'essai de traction, on fait la contrainte on augmente la contrainte jusqu'à ce qu'on arrive à l'écoulement qu'on appelle SY. Donc, le critère de Tresca va s'énoncer ainsi. Il faut que la contrainte de cisaillement maximale donnée par sigma max moins sigma min sur 2 soit plus petit ou égal à la limite d'écoulement divisée par 2. En d'autres termes, sigma max moins sigma min doit être plus petit ou égal à SY pour éviter qu'il y ait écoulement. Lorsqu'on travaille en 3 dimensions, le calcul des contraintes principales revient à calculer les racines de l'équation caractéristique suivante. Donc, on a sigma 3, sigma 2, sigma, et ici un terme constant. Donc, on va chercher les valeurs de sigma qui va annuler l'équation qui est ici. Donc, l'équation qui est là va nous fournir 3 racines. Donc, en 3 dimensions, on va avoir 3 contraintes principales. Jusqu'à maintenant, dans vos cours de résistance des matériaux, vous vous êtes concentré uniquement à des états bidimensionnels. Donc, si on fixe ici sigma z égale à 0, donc pour être en état plan de contrainte, donc j'annulerai ce terme-là ici, j'annulerai celui-là, celui-là, donc j'annulerai aussi toutes les contraintes de cisaillement qui font intervenir du z. Donc, ce terme-là disparaîtra, ce terme-là va disparaître, ce terme-là va disparaître. Donc, tous les termes ici vont disparaître, ce qui fait que on aura une équation, en fait, qui va être en sigma carré, parce que je peux enlever sigma ici, j'aurai sigma là et sigma 2 ici. Donc, on retrouverait les équations que vous connaissez bien pour calculer les contraintes principales.